Chers fidèles, bonsoir. Voici venue déjà la 17e causerie littéraire d'ECAT qui sera consacrée ce soir à la vulgarisation scientifique dans la littérature jeunesse. Pour cela, je me suis accordé le luxe d'accueillir une invitée d'exception, Emmanuelle Grundmann, et un bras droit expert en sa demeure, les volcans, Guillaume Maury. Bonsoir à vous deux. Alors, Emmanuelle, je vais commencer par toi. Ta biobibliographie est tout à fait vertigineuse, donc je vais essayer de la synthétiser sans la trahir. À l'origine, tu es primatologue, puisque docteur en éthologie et conservation, après un travail de thèse portant sur la réintroduction et la conservation des orang-outans à Bornéo, en Indonésie. Cette expertise première va irriguer un très grand nombre de tes productions, écrites comme audiovisuelles, dans ta carrière, puisque tu as beaucoup écrit, mais aussi beaucoup tourné de reportages, dont on reparlera sans doute tout à l'heure. Ensuite, ton engagement va en quelque sorte prendre de la hauteur, puisque tu vas ouvrir ton sujet de prédilection à d'autres perspectives, dont je ne cite qu'une toute petite partie, la forêt, les milieux aquatiques, la biodiversité et leurs menaces, soit la déforestation et l'extinction des espèces. En somme, l'ensemble de ton travail de chercheuse, d'auteur, de journaliste, de conférencière, de conseillère scientifique, de photographe également, tourne autour de ces sensibilisations qui sont toujours, on en reparlera également, à double tranchant, puisqu'elles émerveillent autant qu'elles angoissent, tant la planète est aujourd'hui mal en point. Je ne peux pas tout dire et dois forcément centrer mon propos sur notre sujet de ce soir et ajouter qu'alerter, c'est aussi vulgariser, c'est-à-dire mettre à la portée du commun des mortels, tout en ciblant un public spécifique, et notamment les enfants, ce qui te fait travailler pour de nombreuses collections jeunesse, les éditions, alors j'en cite quelques-unes, même si tu as travaillé pour beaucoup, et les éditions du Ricochet, les éditions de la Cabane Bleue, les éditions Hélium, les éditions Akela, et également des revues, Géo-Ado, Science et Vie Junior, ou encore Wapiti. Vulgariser, c'est aussi mettre en avant les passions, les découvertes et les combats de grandes figures scientifiques pour inspirer tes lecteurs, les cultiver, mais aussi leur donner l'aiguillon de l'action. Tu as donc aussi écrit de nombreux portraits de naturalistes. Et très récemment, puisque l'ouvrage est publié fin février, c'est notre prétexte d'accord, de causerie de ce soir, puisque donc un ouvrage a été publié intitulé Maurice et Katia Kraft, La passion des volcans, chez Bayard Jeunesse dans la collection Les Romans Doc Science. D'où la présence de mon conseiller scientifique d'un soir, notre cher Guillaume Maury, que je suis très contente d'accueillir, alias Chaperoneuil TV sur Twitch. Alors Guillaume, tu es docteur en sciences de la Terre, volcanologue. On se sent tout petit quand je fais vos biographies quand même. Volcanologue et vulgarisateur scientifique, puisque sur Twitch, depuis 2021, tu partages ta passion pour les volcans à travers des émissions scientifiques portant principalement sur les risques volcaniques, les processus éruptifs et la prévention des éruptions. Ainsi étais-tu, mon cher Guillaume, l'interlocuteur essentiel pour ce soir, puisque tu vas assurer la partie scientifique de cette causerie. Bonsoir mes chers invités. Avec plaisir. Comme d'habitude, vous le savez, je suis une fanatique du plan en 3 parties, 3 sous-parties. De fait, pour cette première partie, on va commencer avec toi, Emmanuelle. J'ai intitulé ça « Écrire pour la jeunesse, subtilité de fond et de forme ». Nous allons peut-être dans un premier temps évoquer ta venue à l'écriture jeunesse. Moi, j'aimerais savoir quelles sont les étapes intellectuelles, peut-être même existentielles, qui t'ont permis de passer d'une écriture scientifique, de chercheuse, parce que je parlais de thèse tout à l'heure, de doctorat, etc., donc d'une écriture d'expertise, de chercheuse, à son contraire, en quelque sorte, presque, c'est-à-dire à la littérature jeunesse. C'est une bonne question. Alors, je pense que je suis tombée dedans toute petite. Alors, je suis tombée à la fois dans le monde des animaux, on va dire, ou de l'éthologie du comportement animal, et dans les livres. J'avais des parents, mais aussi des grands-parents qui étaient assez férus d'observation naturaliste, mais aussi de livres, et un grand-père qui, alors moi je l'ai jamais connu travaillant, il était déjà à la retraite, mais qui avait travaillé dans sa fin de carrière comme typographe dans une
États-Unis, à Montreuil. Et Montreuil, qui n'est pas non plus un hasard, puisque c'est le lieu du Salon du livre de la jeunesse. C'est vrai. Et donc j'ai un peu grandi avec ce salon que j'ai connu tout petit jusqu'à aujourd'hui. Et donc voilà, j'ai toujours eu ces deux passions en parallèle. Bon, même si voilà, les animaux ont été ont pas mal prédominé. Et en fait, donc j'ai fait des études plutôt scientifiques et le basculement s'est fait pendant ma thèse. Surtout quand j'étais dans la partie terrain, c'est-à-dire quand j'étais à Bornéo à suivre des orang-outans et à constater aussi les ravages de la déforestation et du coup de ses conséquences, le trafic des espèces sauvages et notamment des animaux et des orang-outans. Et en rentrant en France, quand je revenais, plus ça allait, plus je me disais mais je peux pas rester dans ce sujet de recherche et ne faire que ça, parce que dans quelques années, peut-être que de toute façon, la forêt où je vais n'existera plus, les orang-outans, on ne sait pas très bien combien il en restera, tout sera converti en plantation de palmiers à huile. Et ce fameux palmier à huile, quand je revenais, on était dans les années 1997-1998, on ne savait pas très bien encore trop ce que c'était en France. Et ça a vraiment été une sorte de déclic, de me dire mais en fait, moi ce dont j'ai envie, c'est beaucoup plus de partager ses émotions dans cette forêt incroyable, mais aussi les émotions que je peux avoir ici. Et ça, c'est vraiment important aussi, parce que on oublie trop souvent que, en ouvrant la porte chez nous, il y a des choses tout aussi extraordinaires. Donc partager ces émotions et puis sensibiliser pour mieux protéger. Et j'avais le sentiment de pouvoir apporter plus une petite pierre dans ce domaine-là que dans la recherche. Que par la seule Et là, publication scientifique. Ah ouais, ok. voilà, là où j'ai commencé à plutôt écrire pour le grand public Oui, et à parce que faire... tu avais l'impression peut-être de toucher moins de personnes en fait. C'est-à-dire que ça a ouvert ta perspective de réception, quoi. Oui, et puis aussi j'avais l'impression que finalement l'urgence c'était pas la recherche, c'est toujours une urgence, mais que en tout cas moi j'avais l'impression finalement de ne pas être à ma place en faisant de la recherche, en sachant que la forêt où j'étais potentiellement n'allait plus être là dans 5 ans, 10 ans, hein. Ce qui n'est pas tout à fait le cas, mais pas loin quand même. Et maintenant, si on ouvre un peu plus, j'ai envie de dire, la question sur la littérature jeunesse, comme je le disais tout à l'heure, tes publications sont vertigineuses, enfin le nombre de tes publications est vertigineux. Comment tu choisis tes sujets ? Est-ce que c'est les maisons d'édition, j'ai envie de dire, avec lesquelles tu es familière, qui te proposent un axe d'écriture, ou est-ce que tu es complètement libre sous cet angle ? Comment ça se passe ? Il y a les deux cas de figure. Alors explique-nous. Il y a voilà, on peut appeler finalement des projets de commande, où là l'éditeur nous appelle et nous propose un sujet et on se plie. Voilà. Et voilà. Et puis après il y a nos projets plus personnels qui peuvent être parfois presque les mêmes, mais qui parfois s'en éloignent aussi. Et ce que je trouve intéressant en jeunesse, qui reste... Alors le documentaire, c'est un peu à part, mais on en parlera, je pense, tout à l'heure, mais la jeunesse reste un domaine quand même assez ouvert, où on peut parler d'énormément de choses et sous beaucoup de formes. Il y a encore cette grande liberté de ton et de sujet aussi. Et c'est vrai que c'est assez réjouissant de pouvoir travailler avec ce champ des possibles et en sachant en plus qu'on s'adresse à un public qui est très réceptif. Tout ce qui tourne autour de la nature, de manière générale, est quand même source de grand intérêt chez le jeune public.
Alors, question plus générique maintenant, qu'est-ce qu'un ouvrage jeunesse réussi selon toi? Alors, moi je pense que alors, je vais revenir à des ouvrages auxquels je continue à penser des années après que j'ai lu enfant et qui m'ont marqué. Je pense que c'est ça, c'est quand ils sèment une petite graine ou quand c'est un petit caillou qu'on n'oublie pas, est toujours dans sa poche, dans un petit coin, et qui va faire qu'on va pas regarder les choses de la même manière. Ce petit caillou va nous rappeler qu'on a appris au détour d'une page que ce qu'on a en face de nous est pas tout à fait comme on pensait le voir. Et je pense qu'un ouvrage est réussi quand il ouvre la curiosité et la sensibilité, et quand il apporte de l'émerveillement, finalement. Et de l'attention sur quelque chose auquel peut-être de l'attention au quotidien, j'ai envie de dire, ou de l'attention aux détails, enfin je ne sais pas comment dire ça, peut-être ça pourrait être une idée qui pourrait faire que le regard sur l'environnement n'est pas le même. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais peut-être que ça pourrait être ça. Oui, je crois que c'est ça. Et je trouve que justement le mot détail est important parce que c'est finalement de regarder tous les petits détails qui nous entourent avec un autre œil, de vraiment les regarder et pas juste les voir sans y faire attention. Et oui, je pense que c'est... Et autant, justement, les ouvrages, autant documentaires que les autres, que les albums ou des choses qui entrent plus de plein pied dans la fiction, ça, je pense que ça permet de voir le monde différemment. Ouais, donc en fait, c'est informer ou modeler une vision du monde ou un rapport au monde spécifique, quoi. En fait, c'est ça. Est-ce que tu sais comment tes ouvrages sont reçus par les jeunes lecteurs? Est-ce que tu as toi-même des anecdotes à ce sujet? Alors, c'est vrai que c'est quand même un métier qui est assez solitaire. On est quand même souvent seul devant notre page blanche, ou pour le coup notre écran. Mais on a cette chance, en particulier en jeunesse, d'avoir d'avoir de manière assez régulière des rencontres avec des classes. Alors, soit par le biais de salons du livre ou de festivals et de classes lecture. Et là, du coup, on est vraiment face à nos lecteurs et c'est un peu notre récompense. Parce que, on voit comment ce qu'on peut, que nous, on essaye de transmettre, on l'a, nous, et ça nous est renvoyé par les questions que les enfants vont formuler et qui sont d'une richesse incroyable, et parfois des questions très rigolotes. Alors j'en ai pas forcément une en tête, mais selon les questions, parfois on se dit « Ah mais oui, j'avais pas pensé à regarder ça sous cet angle-là », parce qu'ils ont encore ce regard un peu naïf dans le bon sens du terme, ce regard émerveillé, naïf, sans tout le carcan du monde autour, et ça donne parfois des échanges vraiment passionnants, et ça, c'est notre récompense, et de voir comment ils s'emparent des livres, alors parfois avec l'aide de leur enseignant, mais j'ai eu des choses vraiment magnifiques. J'ai travaillé pendant un certain temps sur un petit roman autour d'un oiseau qui s'appelle le capot, qui est un perroquet, qui vit la nuit qui vit en Nouvelle-Zélande, qui est endémique à la Nouvelle-Zélande, qui vit la nuit, qui vole pas, qui est tout vert parce qu'il se cache, il fait comme si c'était une fougère, et qui sent très fort les fleurs. Enfin, c'est un perroquet assez incroyable dont il restait que 40 individus il y a encore peu de temps, et que les hommes ont, une poignée d'hommes s'évertuent à protéger, avec toute une histoire assez rocambolesque, et de voir que cette histoire
les enfants se l'approprient et ils m'ont fait au cours voilà, d'intervention des peintures dans un cas, dans l'autre ils ont fait un roman où ils reprennent les aventures de ce petit Kakapo et ils font une suite en fait de ces aventures. Voilà, toutes ces choses font que on se dit qu'on a semé nos petits cailloux. Ah, les petits cailloux, c'est Et, ce que tu euh, disais. Ouais. voilà. Moi, ce que j'aime, c'est que tu en Et là, parles toujours avec un sourire là jusqu'aux oreilles. Alors, j'espère que ce sourire va rester encore pendant 1 heure et demie. Mais en tout cas, la manière dont tu en parles est absolument incroyable. J'ai pas dit bonjour du coup à mon chat. Bonjour Gavark. Bonjour Babajou. Bonjour l'artisan meurtrier. Bonjour Ducourtsin. Merci, merci d'être là et merci une fois encore d'assister à cette 17e causerie. Autre question qui est peut-être une question un peu... Enfin voilà, qui est peut-être un petit peu plus orientée, qui porte moins sur le fond que sur l'aspect éditorial, hein, parce qu'on va y venir. Est-ce qu'il est aussi difficile d'être publié? Et là, du coup, il y a l'artisan meurtrier avec moi, donc je pense que c'est une vraie question pour tout le monde. Est-ce qu'il est aussi difficile d'être publié quand on écrit pour la jeunesse que quand on écrit pour les adultes? Est-ce que c'est plus ouvert, la littérature jeunesse? C'est une vraie question que je me pose. je suis pas sûre de pouvoir apporter une réponse très objective. J'ai eu, je pense, assez de chance en ayant assez rapidement un pied dedans. Alors au départ, vraiment avec ma casquette. Tu publies pour la littérature jeunesse? Je te coupe, hein. Pardon, tu sais. On va pas trop Ça dire va de me- ouais. Tu peux citer le siècle dernier. Ici, on a l'habitude. On va savoir même le millénaire d'avant. Merde. Ouais, ça fait plus de 20 ans. Et oui, j'ai eu cette chance de mettre un pied dedans par le biais de corrections scientifiques au départ, de relecture scientifique sur les animaux. Et de fil en aiguille, voilà, une correction, une relecture en a amené une autre, et puis un projet où là, je devais, moi, à mon tour, écrire. Mais après, il y a quand même énormément de maisons d'édition, petites et grandes, et beaucoup de publications quand même. C'est quand même un secteur qui est en plein essor, qui continue en tout cas, qui est évidemment à ses aléas, mais peut-être moins que d'autres secteurs de l'édition. Donc j'aurais peut-être tendance à dire que c'est moins compliqué, mais après je pense que ça dépend aussi est-ce que c'est du documentaire? Est-ce que c'est un album? Est-ce que c'est du roman jeunesse? Je pense qu'en fonction des catégories, c'est peut-être plus ou moins difficile. Ok. Et nous passons à notre deuxième partie. Alors tu vois, parce que je voulais pas laisser Chaperoneuil comme ça faire figuration pendant tout ce temps. J'essaye de faire comme je peux. Non, mais je comprends bien, c'était passionnant. La deuxième partie s'intitule Parler des volcans, les affres de la vulgarisation. Cette fois-ci, ma question s'adresse à Guillaume Maury. Est-ce que tu sais, alors peut-être que la réponse est non, mais en tout cas je te pose quand même cette question, s'il y a une littérature jeunesse sur les volcans, sur la volcanologie, qui pourrait justement inscrire le dernier ouvrage d'Emmanuel Grundmann dans une lignée ou dans un héritage spécifique? Alors oui, la littérature jeunesse, ça c'est sûr, sur les volcans. Je me rappelle encore là, 2 ans, quand je suis allé à Vulcania pour le fun. Là, énormément de Vulcania livres. pour le fun. Hein. Je tiens à préciser que c'est moi, oui. Bien sûr, non, mais je me moque de toi, mais je pense. Non, mais de toute manière, c'est. Quand Emmanuel tout à l'heure parlait des cailloux qu'on sème, moi ça me parle tout à fait, c'est exactement ça. Donc oui, il a une littérature jeunesse pour les volcans, parce que les volcans font rêver depuis toujours. Maurice et Katia Kraft, dont on parle un peu plus après, ont, je pense, énormément contribué. Aaron Tazieff a aussi contribué à ça. Donc là,
là, un marché, là, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de livres. Alors, je suis pas un expert dans tous les livres jeunesse, qui existent sur la volcanologie ou sur les volcans en général, mais par rapport à ceux que j'ai pu voir ou ceux que j'ai pu feuilleter, moi, mon ressenti, c'était que souvent, ça se restreignait à des choses assez basiques, ou alors se utiliser le volcan comme emplacement pour une histoire. Voilà, c'était pas forcément le volcan lui-même qui était le centre du livre, souvent c'était plutôt un lieu pour créer une histoire. Puis après, là, tous les livres aussi qui parlent justement des éruptions, de qu'est-ce qu'est un volcan, etc. Très souvent, j'ai l'impression que c'est toujours très très simple en soi, mais en même temps, c'est pour les enfants, donc le principal, c'est qu'ils s'accrochent et qu'ils prennent du plaisir. Après, tu vois, moi je pense que. Alors, j'ai pas développé ces questions, mais c'est vrai qu'on. Bon, c'est pas grave, c'est pas dans ma trame, mais on peut laisser la première digression de la soirée. Je pense que le volcan, alors je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que il peut être considéré voilà, comme ce qu'on appelle en littérature le cadre spatio-temporel, c'est-à-dire en fait, ou en tout cas le cadre spatial, c'est-à-dire que ça va être un espace spécifique autour duquel va se développer une histoire narrative, etc. Enfin, mais moi, ce dont je me rends compte aussi avec le petit hécaton, n'est-ce pas, dont j'ai parlé dimanche soir, hein, c'est l'attrait pour le feu. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que le Ouais. volcan, c'est le feu aussi. C'est le truc qui explose, c'est le truc qui détruit, c'est le truc qui flambe. Enfin, tu vois, je pense que cet imaginaire-là, à la fois, il est très attrayant, il est très attractif, et en même temps, il fait très peur, hein, tu vois. Donc, je pense que dans la littérature jeunesse, si tu fais du volcan un sujet, et qui n'est pas un sujet vulgarisé, ça peut quand même être quelque chose d'assez impressionnant pour un petit, non? Tu crois pas? Ah oui, ça peut l'être, je suis tout à fait d'accord. En tout cas, pour les livres que moi j'ai pu voir, souvent c'est tourné de manière que ce soit plutôt attrayant, que ça fasse pas peur. Ce qui est peut-être aussi une critique qu'on pourrait faire, que moi je ferais volontiers, c'est que Fais-la, vas-y, parlant vas-y. Ouais. toutes les semaines des risques volcaniques et des catastrophes et des problèmes de population qui vivent sur les volcans actifs, qui malheureusement chaque année a des victimes. On ne parle pas assez, on sensibilise pas assez les gens, et notamment que le développement du tourisme sur les volcans. Euh, et là encore une catastrophe. La dernière grosse catastrophe, malheureusement, ça a été en décembre 2019 sur un volcan, Wat Islands en Nouvelle-Zélande, où des touristes avaient été débarqués lors d'une grande croisière, et malheureusement, il y a eu énormément de victimes, des gens qui n'ont jamais été retrouvés, et ceux qui ont survécu sont dans un état assez horrible, il faut dire ce qui est. Donc, tout ça serait pu être évité si genre, les guides touristiques faisaient plus attention à ce qu'ils font, et puis aussi si les gens étaient plus conscients des dangers des volcans. Et moi, je me rappelle, il y a encore 2 ans, quand je suis allé à Etna, toujours pour le fun, pour des vacances, j'ai rencontré un groupe, je sais plus si c'était espagnol ou anglais, j'ai plus en tête, mais 2 filles, début de vingtaine, qui ne savaient pas du tout où elles étaient en fait. Elles étaient en vacances en Sicile, et puis elles étaient à Catagne, et elles m'ont dit, on a vu qu'il y avait la possibilité de monter en haut de la montagne. Ah oui, mais c'est un volcan, l'Etna, avec des éruptions. Et donc, elles n'étaient pas du tout préparées, et puis l'excursion, elle a duré 4 heures, c'est déjà une bonne randonnée, une bonne balade. Et on sentait, elles l'ont dit, hein, qu'elles trouvaient ça fatigant, qu'elles n'étaient clairement pas conscientes de là où elles étaient en fait. Et c'est ça qui est à la fois dommage et aussi inquiétant, c'est que des gens peuvent avoir des comportements qui ne sont pas du tout adaptés sur les volcans, et notamment les volcans en éruption. Ouais, Un gros chat. Il y a un manque de... Non, c'est pas vrai, il est pas gros. Vous l'avez pas. Donc c'est voilà. Donc on pourrait partir du principe que la sensibilisation ou la vulgarisation pourrait aussi faire ce boulot-là, hein, d'accord? Parce que Tout à fait. c'est ce que je disais en off dimanche. L'avantage, en fait, enfin je sais pas, je trouve pas le terme là tout de suite, mais de cette littérature jeunesse, c'est que en fait c'est pas l'enfant qui achète le bouquin, c'est l'adulte. Donc c'est le parent, et qu'en fait il touche directement, enfin il est censé toucher directement l'enfant, mais indirectement, comme c'est le parent qui achète et c'est le parent qui lit l'histoire jusqu'à un certain âge, on peut partir du principe que l'avantage entre guillemets de la littérature jeunesse, c'est que c'est une vulgarisation qui en effet est censée être à destination de l'enfant, mais qui
comment on pourrait appeler ça? Deux pierres deux coups, Indirectement. deux pierres deux coups. Voilà, on parle de petits cailloux depuis tout à l'heure. Je pense que ça, on va avoir, ça va être notre métaphore du soir. Voilà, deux pierres deux coups. Le deuxième coup est à destination du parent qui peut-être s'intéresser à un sujet pour lequel il ne s'intéressait pas en priorité. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bon, Ouais. c'est possible. Toujours question à toi, Guillaume. Est-ce que tu pourrais nous rappeler, même si tu l'as fait très très bien sur Twitter là, ces derniers jours, est-ce que tu pourrais nous Bah, rappeler les grandes étapes de la vie scientifique du couple Kraft, puisque là on va se diriger oui. tranquillement vers le dernier ouvrage d'Emmanuel. Alors, je vais essayer de faire pas trop long parce qu'on pourrait y Vas-y, passer on des heures. t'écoute, Faut dire ce qui est. Mais alors, pour moi, j'ai essayé de résumer quelques dates qui me semblent vraiment clés. D'abord, c'est la rencontre de Katia Conrad, elle s'appelait Conrad avant d'épouser Maurice Kraft, de Katia Conrad et de Maurice Kraft à l'université de Strasbourg en 1966. En pendant 3, j'ai lu qu'ils s'étaient rencontrés à l'université de Besançon, mais moi j'ai fait mes études et bachelor en partie à Strasbourg et j'ai toujours compris que c'était là-bas qu'ils avaient étudié. Bon, dans la littérature, j'ai l'impression qu'on trouve de temps en temps si Besançon, je suis pas sûr. Mais bon, pour moi, si quelqu'un connaît exactement la réponse, je suis preneur. Mais à ma connaissance, ils se sont rencontrés à l'université de Strasbourg où ils faisaient leurs études. Puis après, ils se sont mariés en 1970. Mais cette année 66, elle est vraiment cruciale parce que dans la même année, Maurice Kraft était parti en Italie sur l'Etna. C'est déjà à peu près un an, parce que j'ai pu voir dans la littérature, c'est à peu près un an qu'il allait déjà sur les volcans de manière peut-être pas professionnelle, mais plus engagée. Et là-bas, il a rencontré Arun Taziev et des équipes de volcanologues qui étaient avec Arun Taziev sur l'Etna. Il a travaillé avec eux pendant une semaine. Et donc ça, c'est déjà une première étape dans la volcanologie qui m'a semblé être cruciale. Et toujours en 1996, sur les conseils des autres volcanologues qu'il a rencontrés là-bas, avec Katia Kraft et deux autres personnes de mémoire, ils sont partis les quatre en Islande pour la première fois, donc en 1966. Et l'Islande, je ne sais pas si c'est déjà allé, moi je suis encore retourné en octobre dernier, c'est toujours magnifique, même s'il n'y a pas d'éruption, c'est juste incroyable. Et voilà, donc c'était leur premier séjour en Islande, c'était à cette date-là, et l'Islande était un des lieux très marquants dans leur carrière, dans leur volonté de comprendre les volcans, de comprendre le système terrestre en soi. Ensuite, une autre étape qui est vraiment cruciale, et ça, on va faire un bond de 9 ans plus tard, c'est en 1975, toujours en Islande, avec l'éruption de Emahi, qui est une île qui est au sud-est de l'Islande, pas très loin de la côte, et le volcan entre en éruption. L'île est une île habitée, les habitants donc, ont été évacués, c'est plusieurs milliers de personnes qui ont été évacuées, d'après ce que j'ai trouvé comme information dessus. Et Maurice et Katia Kraft ont réussi à rester sur place. Donc ils ont trouvé le moyen pour y rester et ils ont dormi dans un hôtel et au matin, ils se sont retrouvés à ce qu'il y avait plus de 3 mètres de scories. Donc les scories, hein, c'est imaginez des petits graviers qui peuvent faire de 2 mm à 6 cm de taille, qu'on appelle des lapillis, mais voilà. Imaginez des petits graviers ou des petits galets, si vous voulez, qui sont très poreux, très légers. Donc c'est typique, hein, c'est la lave qui est projetée en l'air avec les gaz présents dedans, ça va s'aérer avec la dilatation des gaz, ça va refroidir en l'air et quand ça tombe au sol, c'est solidifié. Et donc ils ont plus de 3 mètres de dépôt qui s'est accumulé durant la nuit et en gros, eux qui étaient grosso modo au premier étage se retrouvent comme ils étaient au rez-de-chaussée en fait. Voilà, donc ça c'était un événement très marquant pour eux et ils ont fait beaucoup de photos, beaucoup d'images déjà sur Himae. Ils étaient un peu les seuls à l'époque sur l'éruption. Donc c'est grâce à eux si on a pu avoir autant d'informations sur ce qui s'était passé là-bas à l'époque. Ils ont donc leur première partie de carrière, on va dire jusqu'au début des années 80, était très centrée sur ce que Maurice Kraft appelait les volcans rouges. Personnellement, j'aime pas le terme, mais parce que ça simplifie trop les choses. Mais visuellement, c'est très pratique. Et un volcan rouge, d'après la définition de Maurice Kraft, c'est des volcans qui font des coups et de lave, des volcans qui font des petites projections très jolies, des fontaines de lave, et des choses vraiment visuellement qui sont très attrayantes.
et qui sont relativement peu dangereuses si on ne se trouve pas directement dans la ligne de la coulée de lave ou juste en dessous des retombées. Donc ça, c'est des volcans rouges comme par exemple, Hawaï, comme des volcans en Islande, certains en tout cas, comme Stromboli par exemple, comme le piton de la fournaise pourrait rentrer dans ces volcans rouges. Et à l'opposé, ils ont décidé de dire qu'il y avait les volcans gris. Et dans les volcans gris, c'est tout ce qui est explosif. Tous les volcans, les explosions vont pulvériser la lave en cendres, en particulier très fines, où on peut avoir des coulées pyroclastiques qui peuvent se former, où on peut avoir des ponces qui se forment, comme l'éruption de Pompéi, par exemple, qui a ravagé Pompéi en 79. Ce genre d'éruption très violente et très dangereuse. Et donc, en 1982, on a eu l'éruption de volcan en Mexique, El Chichón, qui malheureusement a fait énormément de victimes. J'avais marqué, plus de 2000 morts, c'est ça, malheureusement, et ils sont allés sur place, ils ont vu les dommages que ça a causé, la destruction, les victimes malheureuses. L'année suivante, en 83, c'est un volcan en Indonésie qui, là, n'a pas fait de victimes parce que l'île a été évacuée juste à temps. Par contre, l'éruption du volcan, c'est le volcan Kolo, a entièrement ravagé l'île et donc tous les villages qu'il y avait. Heureusement, on n'a pas eu de victimes. Donc ça, c'est deux événements marquants pour eux, en lisant la littérature, c'est comme ça que j'ai compris, où à partir de là, ils se sont dit qu'il fallait justement faire de la prévention, qu'il fallait parler de ces dangers, qu'il fallait permettre aux populations, mais aussi aux autorités, de comprendre les dangers, de pouvoir les anticiper pour éviter qu'il y ait des victimes. Et donc c'est vraiment ce qui a marqué leur deuxième partie de carrière, jusqu'à malheureusement leur décès en 91, où ils sont concentrés de plus en plus sur ça. Et ils ont fait énormément d'expéditions sur différents volcans avec des explosions violentes pour justement filmer ces coulées pyroclastiques, comprendre mieux à quoi ça ressemblait, comprendre les retombées de cendres, comprendre les phénomènes. Et c'est grâce à toutes les roches qu'ils ont collectées, tous les échantillons qu'ils ont fait sur place au fur et à mesure. Tout ça, c'est venu enrichir. Alors, c'était pas des académiciens, ils n'ont pas travaillé dans l'université, ils ont créé leur propre institut, en quelque sorte, Vulcain, de mémoire, je ne dis pas de bêtises. Ils étaient libres, plus libres que si on était dans l'académique. Moi, j'étais dans l'académique pendant près de 7 ans. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut comme on veut. Et puis de nos jours, c'est beaucoup plus compliqué qu'à l'époque des crafts. Parce qu'à l'époque des crafts, elle n'avait pas toutes ces sécurités, elle n'avait pas toutes ces réglementations qui existent. Et heureusement, de nos jours, elles existent parce que ça aide beaucoup à prévenir les victimes, à éviter qu'il y ait des victimes, des destructions. Et donc voilà, donc ça, ils sont allés de plus en plus sur les volcans dangereux et à comprendre, à parler de ces phénomènes. Et après, il y a eu un autre événement qui était vraiment très marquant, et c'est l'éruption en 1985 du volcan colombien Nevado del Ruiz, qui est la deuxième plus dévastatrice éruption du XXe siècle. C'est 23 000 morts. Vous imaginez que Nevado del Ruiz, c'est un immense volcan avec un glacier au sommet. Le glacier, il a fondu à cause de l'éruption. Quand des immenses volumes de glace fondent, ça crée d'énormes torrents d'eau qui vont tout emporter, ce qu'on appelle c'est des coulées de boue, si vous voulez, mais qu'on appelle des lares, c'est le terme indonésien, c'est des coulées de boue constituées de dépôts volcaniques, donc des cendres, des blocs, tout ce qui peut être emporté, mélangé à de l'eau, que ce soit de l'eau de pluie ou de l'eau de fonte de glace, par exemple. Et donc, ces immenses coulées ont dévalé toutes les vallées sur des dizaines de kilomètres, et elles ont ravagé tous les villages et toutes les villes qui étaient dans le chemin. Et les gens ont été pris durant leur nuit. Donc, en termes de possibilités d'évacuation, c'était pas possible. Et c'est pour ça qu'il y a eu autant de morts. Après, l'éruption a aussi fait beaucoup parler d'elle, parce que notamment, je me rappelle, moi j'étais enfant, à l'époque j'avais 5 ans, mais je pense pas que c'est là où ça m'a marqué. Je pense que ça m'a plutôt marqué dans les années suivantes, quand j'étais plus grand, que j'ai revu des images où des journalistes, certains photographes, avaient pris des photos de victimes piégées dans la boue, et les ont pas sauvées, ils les ont juste pris en photo. Donc ça aussi, c'était quelque chose qui à moi m'avait marqué à l'époque, qui a marqué aussi beaucoup de monde, je pense, au niveau des scientifiques, des médias, etc. Ça a contribué à prendre une prise de conscience. J'ai trouvé de la littérature où il disait que Maurice Catacraft avait déjà travaillé avec des équipes colombiennes sur les dangers que présentait Nevado del Ruiz. Mais je suis pas sûr que c'est exactement le cas. En tout cas, ils ont dû contribuer peut-être d'une certaine manière. Mais les autorités étaient déjà à l'époque alertées qu'il y avait un danger. C'est juste qu'elles n'ont pas pris
mesures nécessaires pour prévenir ce danger à ce moment-là. Et donc, après ça, il y a eu, dans les années qui ont suivi, l'UNESCO et l'USGS. L'USGS, c'est l'équivalent du BRGM en France, c'est-à-dire c'est l'institut qui s'occupe de tout ce qui est catastrophes naturelles au niveau américain et qui est donc aussi en charge de tout ce qui est observatoire volcanologique. Et ça, plus l'association de l'étude de l'intérieur de la Terre et de volcanologie, qui est IAVCEI, une grande association qui regroupe tous les volcanologues, mais aussi des géochimistes, des géophysiciens, etc., vraiment au niveau de la communauté scientifique des sciences de la Terre, et qui ont financé et contribué à ce que les Epocraft puissent produire un documentaire à destination des dangers volcaniques et des problèmes que les volcans, que les éruptions volcaniques présentent pour les populations. Et donc, ils ont travaillé sur ce documentaire, ils ont créé ce documentaire et ils ont diffusé ce documentaire. Et ce documentaire, il a eu un impact très important, c'est sur l'éruption du volcan Pinatubo aux Philippines en 1991. Les Epocraft, j'en parlerai juste après, ils sont aussi morts en 1991. Et donc, le volcan des Philippines, qu'il a commencé à montrer des signes d'activité, il avait eu des études géologiques par les Américains qui avaient été faites par des membres de l'USGS, qui avaient alerté qu'il y avait des dangers en étudiant les éruptions antérieures, les dépôts d'éruptions antérieures. Et grâce, et c'est la première trace qu'on a du vrai impact des travaux des Epocraft sur on va dire sur le monde de la gouvernance, c'est que les autorités américaines, mais aussi les autorités surtout philippines, ont pris conscience du danger grâce en partie à ce qu'ils ont fait comme documentaire, et il y a eu au total plus de 100 000 personnes qui ont été évacuées. C'était évacué en différentes phases. La zone était délimitée en différentes zones de danger, et au fur et à mesure que l'éruption a commencé et s'est développée en intensité, ils ont évacué de plus en plus de gens. Les Américains avaient aussi une base militaire, je crois que c'est une des plus importantes qu'il y avait à l'époque sur la région, qui a aussi été évacuée. Donc ça, c'est les Pinatubo, c'était un point marquant de l'impact qu'ont eu les Epocraft sur, pas seulement la volcanologie, pas seulement sur montrer les éruptions, mais sur comment prendre conscience pour les autorités des dangers des volcans et qu'il faut faire quelque chose et qu'on peut faire quelque chose. Et malheureusement, l'éruption du Pinatubo, elle a commencé en mars 1991. Son paroxysme, avec la partie la plus violente, avec des colonnes de cendres qui sont montées à plus de 20 km d'altitude, c'est dur à se représenter, mais c'est environ 10 km3 de roches pulvérisées dans l'atmosphère. Donc c'est l'une des plus violentes éruptions du XXe siècle, qui heureusement, grâce à toutes ces évacuations, a fait moins de 1000 victimes, parce que si les 100 000 personnes n'avaient pas été évacuées, il y aurait eu probablement des dizaines de milliers de morts. Donc heureusement, ça a été évacué à temps. Et donc, le paroxysme de cette éruption, c'est le 15 juin 1991. Et malheureusement, en juin 1991, Katia et Maurice Kraft, eux, étaient au Japon, sur un autre volcan qui est en éruption, le volcan Unzen, pour filmer justement les coulées pyroclastiques, pour filmer ces panaches de cendres et ces phénomènes explosifs. Et malheureusement, ils se sont retrouvés trop près, ils ont pris trop de risques, ils se sont mis trop près du volcan. Ils n'étaient pas les seuls, il y avait plusieurs personnes qui s'étaient trop rapprochées. Et une coulée pyroclastique plus violente que les autres est survenue et les a tués, eux et les gens présents. Leurs corps ont été retrouvés 2 jours après, de mémoire, d'après ce que j'ai lu. Et ça, c'était le 7 juin 1991. Donc, quelque part, ce qui est triste, en plus de leur mort, bien sûr, mais c'est aussi le fait qu'ils n'ont pas pu voir par eux-mêmes l'impact de leurs travaux sur le fait que ça avait déjà sauvé des dizaines et dizaines de milliers de vies. Donc voilà. Et pour finir, sur le site de l'éruption du mont Zen, là, une chapelle avec un mémorial où il y a tous les noms des victimes, dont leur nom. Et ils ont été incinérés au Japon, mais les cendres du couple ont été placées dans le tombeau familial de Katia Kraft, de sa famille, en Alsace. Ils sont tous les deux nés, c'est ce que j'ai pas dit, dans le Haut-Rhin,
Maurice, c'était à Mulhouse, de mémoire, j'ai pas de bêtises. Et un peu plus au nord-ouest, Katia, c'était à Souls. Voilà. Merci Guillaume, que d'expertise et que de précision ce soir, merci. Mais ça nous permet justement de savoir parmi ce réel que tu viens de nous décrire, ce que toi, Emmanuel, tu gardes de ce réel. Hein. On vient de passer, tu vois, quand je disais tout à l'heure, on est dans tu vois, là, on va passer de l'écriture, hein, si j'ose dire, ou en tout cas de la communication, on va dire, d'expertise ou de chercheur, jusqu'à toi, ce que tu en fais dans ton ouvrage. Alors, je ne l'ai pas présenté, mais je le mets à la caméra ici. Hein, Maurice et Katia Kraft, La passion des volcans, La science pour passion, dès 9 ans, paraît-il, les romans doc science chez Bayard Jeunesse. Ma question maintenant, c'est, Emmanuel, qu'est-ce qui t'a inspiré justement pour écrire sur Maurice et Katia Kraft? Donc là, est-ce qu'on est dans une commande, comme tu disais tout à l'heure, ou est-ce que c'est un choix de ta part? Un peu des deux. Un peu des deux. Okay. Alors, dis-nous. En fait, je voulais travailler dans cette collection sur ces biographies de scientifiques. Et en parlant avec l'autrice, donc on m'a suggéré de lui faire une petite liste de personnalités sur lesquelles j'aimerais travailler. Et dans cette liste, il y avait Katia et Maurice Kraft. Parce que petite, j'ai lu des choses, j'ai vu des bouts de films. J'en entendais parler et puis je suis allée plusieurs fois à La Réunion et à la Cité du Volcan qui a été un de leurs projets de faire ce musée justement sur les volcans, leur beauté mais aussi leur danger. Et une exposition leur est évidemment consacrée. Et voilà, c'était aussi une manière de revenir un peu sur ce terrain de mon enfance avec ce couple qui était mythique, dont j'avais entendu beaucoup de choses et qui m'avait fait rêver forcément de par leurs éditions et forcément aussi cette fin tragique qui a tout arrêté. Et voilà, ça c'était vraiment le point de départ. Donc c'était à la fois un projet de ma part et puis j'avais d'autres personnages aussi, mais j'étais ravie quand on est heureux élus de ce projet. Très bien. Les 3 prochaines questions sont celles de Guillaume à ta destination. Guillaume, est-ce que tu as le fil sous les yeux ou pas? Oui, j'ai le fil sous les yeux. J'essaie de le garder au fur et à mesure. Vas-y, c'est parfait. On a déjà une des questions qui a déjà été répondue, c'est est-ce que vous étiez déjà allé sur un volcan? Donc oui, La Réunion, comme je comprends. Est-ce que vous avez pu voir une éruption au piton de la fournaise, par exemple? Oui, au piton de la fournaise. En effet, j'ai eu cette chance il y a, je sais plus, 3 ans. Et oui, c'était forcément un grand moment. Et auparavant, j'avais aussi pu observer, alors c'était pas forcément des éruptions, mais c'était quand même une activité volcanique en Indonésie, en particulier à Sumatra, Oui, et puis à Islande aussi. Islande, d'accord. Et oui, voilà, c'est des endroits assez surprenants. Et en Indonésie en particulier, c'était assez magique parce que donc il y avait ce volcan, donc on sentait qu'il était là, enfin qu'il était présent. Et autour, je me suis retrouvée dans des zones de géothermie, Oui, mais qui étaient pas du tout, enfin qui étaient au fin fond d'endroits improbables au milieu de la forêt tropicale.
des marmites de boue bouillonnantes avec des couleurs incroyables, et de sentir ce pouls de la terre, c'était assez surprenant, d'autant plus qu'on avait l'impression d'être un peu les seuls au monde dans cet endroit perdu. Il y avait quelque chose d'assez magique, mais aussi, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, d'assez inquiétant. On se sent tout petit par rapport à ces manifestations Oui, je suis de d'accord. la... Et là, je suis entièrement d'accord sur le côté sensibilisation au danger. Ouais, Et ça vaut pour d'autres choses aussi. C'est, je pense qu'il faut aussi alerter sur plein de choses. Alors, je vais aussi prendre le côté animaux sauvages, parce que c'est oui, vrai que bien sûr. on a toujours cette image un peu fantasmée des animaux, du monde animal, mais ça reste des animaux sauvages, imprévisibles souvent, qui peuvent avoir peur plus qu'être agressifs. Je pense en particulier aux éléphants, en particulier en forêt, quand on est en Afrique centrale. Voilà, c'est un des plus grands dangers, non pas parce qu'ils sont agressifs, mais parce qu'on peut les surprendre et que, surpris, ils ont peur et ils peuvent nous piétiner. Donc on est dans cette sensibilisation-là aussi, qui me semble être cruciale, et j'ai envie de dire d'autant plus aujourd'hui où la mode est aux photos souvenirs, Ouais, sans prendre tout à de fait. précautions, sans évaluer le risque. Et je pense que les volcans souffrent beaucoup aussi de ça, de la Oui, quête de la photo. malheureusement, l'année dernière, c'était en février 2024 de mémoire, où il y a eu une touriste en Indonésie, sur Kawajen, qui s'est tuée en tombant alors qu'elle s'était prise en photo au bord du cratère. Elle s'est pris les pieds dans sa veste qui était au sol, et elle a fait une chute de plusieurs dizaines de mètres, probablement autour des 100-150 mètres de haut. Et elle n'a pas survécu, ce qui est malheureusement pas surprenant. Moi, j'ai travaillé au Kawajen pendant 4 ans, tous les ans, tous les mois d'août. C'est un lieu incroyable, aussi toxique que majestueux. Mais oui, les gens ne sont pas conscients du danger. Ils ne se rendent vraiment pas compte. Surtout, moi, j'ai fait au Kawajen, j'ai vu dans plein d'autres endroits. Et autant pour les animaux que pour on va dire les risques géologiques, ou on va dire naturels au sens large. Il y a beaucoup de travaux à faire auprès de la vulgarisation, auprès des gens pour ça. Donc ça Justement, pour signifie, revenir... alors je me permets juste de faire une Oui, petite transition entre tes deux questions. Ça signifie aussi que la vulgarisation, c'est pas seulement de la sensibilisation, mais c'est aussi de la prévention, en fait, hein, c'est ça. oui, C'est-à-dire qu'en fait, l'enjeu ce soir, alors même si on tourne évidemment autour des volcans, hein, si j'ose dire, on parlait tout à l'heure d'imaginaire et d'attraction. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, j'ai une question qui sort un peu du contexte, mais c'est pas grave, je fais une trame justement pour me permettre d'en sortir. Tu parlais tout à l'heure, les crafts sont quand même des gens qui savent quels sont les dangers. Tu vois ce que je veux dire? Qui ont côtoyé des dizaines de volcans, qui sont des gens aguerris, des scientifiques, qui sont là pour, comme dit très bien l'ouvrage d'Emmanuel, faire des relevés, j'imagine, prélever des choses pour voilà, expliquer techniquement ou chimiquement comment la volcanologie peut se passer. Enfin, je ne sais pas si j'exprime les choses correctement, mais si ça c'est juste. comment se fait-il qu'à un moment donné, il se fasse avoir? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que je sais pas, alors là je suis peut-être en train d'imaginer des choses qui n'existent pas, mais comment on peut, quand on est autant au courant, parce que tu vois, je suis désolée, mais la gonzesse qui se prend en selfie à côté la caldeira, c'est ça? Non, Ouais. c'est pas ça. Enfin, Oui, tu vois. là c'est pas le caldeira, mais Alors, c'est c'est un pas gros une cratère caldeira. quand même. Bon, C'est voilà, pas très loin. voilà, là c'est darwinien, tu vois, on n'y peut rien. Voilà, Ouais. voilà. Mais je veux dire qu'un couple, non, je suis désolée, mais non, mais à un moment donné, il faut dire les choses. Mais qu'un couple, je veux dire aussi aguerri que les crafts se fassent avoir, explique-moi comment c'est possible. Est-ce que c'est pas parce qu'il y a un moment donné, on veut tellement se rapprocher
du point de Là, ça, chaleur. Enfin, tu vois, je sais pas. Comment, dans, comment toi, je veux dire, en tant que spécialiste des volcans, tu peux expliquer qu'à un moment donné, on se mette en danger pour ça? on a eu une autre catastrophe en termes volcanologiques, en termes de communauté volcanologique, je Mm. parle. L'éruption du Galeras, de mémoire comme ça, c'est 1995, il faudrait que je vérifie, mais c'est dans les années 90. Moi, j'étais adolescent, donc j'y étais pas, mais j'ai travaillé avec des volcanologues anglais notamment qui ont perdu des amis. Par exemple, l'éruption du Galeras, va expliquer ça assez bien. Le volcan était en éruption, il y avait une conférence internationale de volcanologie qui était pas si loin que ça. Bon, faut quand même prendre l'avion pour y aller, mais disons que c'était pas l'autre bout du monde. Et le volcan commence à se calmer et les gens d'observatoire invitent leurs collègues à venir les rejoindre pour parler du volcan et étudier ensemble le volcan, l'éruption qui est en train de se terminer. Et ben, c'est ce qu'ils pensaient à ce moment-là. Et donc, après plusieurs jours ou une grosse semaine environ, ils ont décidé de faire une excursion. Pas un ou deux volcanologues, mais des dizaines de volcanologues en fait. Je crois que c'était au moins une quinzaine, voire une vingtaine. Et ils ont monté le volcan pensant que l'éruption était terminée. Donc là, Sauf c'est que une erreur de malheureusement... lecture scientifique. C'est ça que tu es en train de Oui, dire. mais oui, c'est une erreur de lecture scientifique parce qu'à l'époque, il y a des informations qu'on ne connaissait pas, qu'on a appris par la suite, qui commençaient à être connues mais qui n'étaient pas encore assez diffusées. C'est la science, on apprend au fur et à mesure et on apprend de nos erreurs, bien évidemment. Mais c'est facile de dire après que oui, mais il avait tel signaux. Mais sur le moment, si tel signaux ne sont pas connus ou ne sont pas compris comme tels, ben, on évalue mal la situation. Donc, Et à ton sens, les Kraft n'auraient pas pu anticiper, ne pouvaient pas anticiper ce... ils auraient ce pu scénario. si ils s'étaient dit on prend pas de risque et on se met au niveau du cordon de sécurité qui a été défini par la police japonaise. Mais ils ont décidé d'aller dans la zone interdite pour avoir de meilleures images, pour mieux capter le phénomène, d'être plus près du phénomène. Ouais. Donc là, on est Et quand même dans une logique non plus scientifique, mais photojournalistique. Enfin, je suis désolée. Oui, Je fais exprès, hein, je me fais l'avocat mais du non, mais diable, bien sûr, mais mais c'est pour agiter un petit peu notre échange. Hein. Évidemment, je le fais exprès. Mais leurs travaux sont basés avant tout sur ouais, la sur photo, l'image. sur la Ouais, c'est vidéo, ça. sur Ouais, ouais, l'image. tout à fait. Et ils étaient vraiment dans leur deuxième partie de leur, on va dire de leur carrière, où c'était vraiment la prévention, la compréhension des phénomènes dangereux comme les coulées pyroclastiques. Et les coulées pyroclastiques, d'après moi, ce que j'ai pu lire et pu voir dans les documentaires sur le Onsen, ces coulées pyroclastiques, les jours avant, elles étaient beaucoup plus petites en termes de volume. Et c'est ça aussi qu'il faut jamais oublier, et c'est malheureusement une leçon qu'on veut apprendre dans la mort des Hippocrates, c'est que une éruption volcanique, c'est dynamique, ça évolue en permanence, ça change en permanence. C'est parce qu'elle a eu 15 petites coulées pyroclastiques, je rappelle les coulées pyroclastiques, c'est le mélange de gaz surchauffés qui peuvent monter 500, 700, 800 degrés, avec des cendres surchauffées, des blocs surchauffés, qui vont dévaler les pentes du volcan. Et ça peut aller jusqu'à des vitesses vraiment très très rapides. Donc si ça vous arrive dessus, que vous êtes trop près, il n'y a rien à faire. Donc ça, Donc, ils pouvaient pas. Ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'ils ne pouvaient pas potentiellement l'anticiper. si, ils auraient pu, parce qu'ils auraient pu se rappeler que les phénomènes est très variable et que d'une coulée pyroclastique à l'autre, l'intensité peut être très différente. Ok. Ils ont manqué de vigilance, à mon sens. Je comprends. En même temps, ils nous ont habitués, quand on regarde leurs images, pour ceux qui ont peut-être vu les différents documentaires ou Fire of Love qui était passé, qui a été diffusé ces dernières années, qui est juste incroyable. J'en avais les larmes aux yeux sur la fin. Ils auraient pu mourir des dizaines de fois. Ils sont allés dans des zones où, personnellement, aucun volcanologue de nos jours n'irait. Parce que nous, on n'a plus le droit. La réglementation est telle qu'on ne peut plus prendre de risques comme ils ont fait. C'est pas possible. Quelque part, c'est très bien. Ça évite qu'il y ait des victimes parmi la communauté. Il y a aussi d'autres moyens pour étudier les phénomènes. Mais ils ont pris tellement de risques, tellement souvent, qu'à un moment donné ou un autre, ça leur tombait dessus. Et Maurice Kraft l'a dit dans des interviews, il avait vu tellement d'éruptions que s'il devait mourir par une éruption, pour lui, c'était la plus belle mort possible. Et ça lui allait très bien. Et c'est ce qui est arrivé. Bonsoir Rebel Yoda, je t'ai pas dit bonsoir, tu viens d'arriver. Merci. Du coup, Guillaume, tu peux poser ta question suivante. Oui, donc,
J'ai essayé de faire un petit résumé avant des crafts, mais il y a tellement de choses qu'on peut dire, et dans votre livre, il y a plein de choses super intéressantes. J'ai beaucoup aimé comment vous avez utilisé les Katia et Maurice pour parler, justement, les faire parler, et ça m'a beaucoup impressionné, parce que c'est très très dur à faire. Comment vous y êtes pris pour réussir à trouver on va dire le juste milieu, s'il est encore possible de trouver un juste milieu? C'était c'était un sacré défi. Alors j'ai regardé énormément de films, d'archives. J'ai lu des choses aussi. Je me suis forcément inspirée de livres, d'interviews, de beaucoup de choses sur eux. Enfin, j'ai essayé de m'imprégner en fait de tout de tout ce qu'ils ont pu raconter, mais aussi leur entourage. Il y a notamment une interview du frère de Maurice qui raconte cette ascension quand ils étaient petits, quand Maurice avait, je crois, 8 ans sur le Stromboli. Donc voilà, il y a quand même des souvenirs qui sont qu'on peut comment dire, saisir au vol par ces documents d'archives. Et après, voilà, c'est essayer de trouver sans trop... en étant le plus juste possible, donc pas leur faire dire des choses improbables, mais en essayant toujours d'être entre ce que eux ont raconté, que d'autres ont aussi partagé de leurs aventures, et voilà, de trouver une sorte de milieu entre les deux. Alors c'est difficile, mais en même temps il y a quelque chose d'assez... comment dire, c'est un exercice qui est vraiment intéressant, je trouve, d'essayer de sortir quelques moments où on peut tenter d'être avec eux ou à leur place. Évidemment, ça reprend les grandes dates que vous avez citées, notamment cette éruption à Émeilles, où voilà, ils sortent le matin, ils sortent de leur chambre du premier étage par la fenêtre, parce que l'éruption a déposé tellement de scories que voilà, le sol est à leur hauteur. Donc là, c'est tellement... c'est une anecdote qui peut amener un dialogue de manière assez juste par rapport à la situation. Et après, il y a des choses où on retrouve des bribes dans des documentaires. Je pense à ce moment où Maurice, qui avait toujours des idées un peu farfelues, décide de faire du canot sur le lac. Le lac. Ce passage, il est super. Ce passage, il est super. Et les images qui existent sont juste hallucinantes. J'ai travaillé sur Kawajen, comme je dis avant, pendant 4 ans. Oui. Et j'ai des collègues belges qui sont aussi allés sur le lac pour étudier le fond du lac. Ils n'avaient pas le choix de venir. De nos jours, on peut peut-être le faire avec le drone, mais ça remonte à... Quand j'y étais, moi, c'était entre 2006 et 2009. Donc, la technologie aussi a beaucoup évolué. Mais le lac n'a pas plus toxique. Je veux dire, vous pouvez prendre les eaux les plus polluées au monde, qui sont des pires usines au monde. Ces eaux hyper toxiques des usines sont toujours moins toxiques que les eaux du Kawajen. C'est juste hallucinant, tout l'arsenic, tout le chlore, tout le fluor, tout l'aluminium qu'il y a dedans, c'est catastrophique. Elle n'a pas de vie dedans, même pas bactérienne. Alors après, les couleurs sont très très belles, bleu turquoise, avec une température qui est idéale, à mon sens, à 37 degrés, 38 degrés. Mais il ne faut surtout pas s'y baigner. Malheureusement, moi j'ai vu des touristes s'y baigner. On leur a dit, avec mes collègues, moi ou mes collègues, à un moment donné, leur ont dit la bêtise qu'ils venaient de faire. Et les gens ne se rendent pas compte, ne comprennent pas. Ils disent « Ah mais non, c'est naturel, c'est bon pour la peau. » Ça dépend ce qu'on appelle bon pour la peau. Mais voilà, c'est le problème. Enfin, je sais pas si on voit là, oui. Le passage sur le lac est. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé avec la petite illustration. Ce moment, en tout cas, bon, je pense que ce qu'on pourrait résumer. Alors, je sais Guillaume que tu as encore des questions, tu vas les poser, il y a pas de souci, mais en fait, je pense qu'entre
entre l'expertise, justement, celle que nous apporte Guillaume, et la fictionnalisation, même s'il s'agit de figures, hein. C'est pour ça que c'est très bien de vous avoir tous les deux, parce que même si on n'est pas dans des discussions, enfin on est dans une discussion et pas dans un débat, hein, finalement, mais en fait ce qui se passe, c'est que il faut que chacun puise, si j'ose dire, dans l'expérience ou dans l'expertise de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à Donc fait. Emmanuel est en train de nous dire, j'ai regardé beaucoup de reportages, j'ai regardé, etc. Et en même temps, la contrainte, c'est X mille signes et à peu près une trentaine de pages, hein, d'accord, pour résumer une vie absolument incroyable et un Maurice Kraft en effet très farfelu, hein, d'accord, j'ai envie de dire ça, hein, c'est-à-dire que tu vois, je trouve que en tout cas, même si vulgariser, c'est forcément simplifier, et simplifier, c'est forcément faire des choix, et faire des choix, c'est forcément renoncer. Et nécessairement, Chapreneuil nous explique ce soir ce à quoi, Emmanuel, tu as renoncé. Enfin, j'espère que je le dis à peu près correctement sans froisser personne, mais en fait, ce qui est assez intéressant, c'est de voir malgré tout la manière dont tu as essayé de conserver, j'ai envie de dire, l'esprit et la lettre. Tu vois? Et c'est ça que j'admire dans ton travail, que ce soit, alors comme je le disais tout à l'heure, le couple Kraft, on en parle ce soir parce que c'est ton dernier ouvrage et que ça tombe bien, mon conseiller scientifique était tout trouvé. Donc c'est la raison pour laquelle, évidemment, notre échange a eu lieu. Mais globalement, on voit aussi toute la difficulté qu'on peut avoir à chercher à la fois, comme disait Emmanuel tout à l'heure, comment on peut... Regardez tous les termes qu'on utilise depuis le début. On utilise les termes émerveillés. C'est le premier que tu as utilisé. Il faut émerveiller. Les volcans, c'est merveilleux. On est d'accord. C'est merveilleux, mais c'est dangereux. Il faut en même temps sensibiliser. C'est-à-dire à la fois, ça existe et ça peut alors disparaître. Peut-être pas pour les volcans. Je pense qu'on sera peut-être disparu avant eux. Ça, c'est une certitude, hein, pour le coup scientifique. Mais en tout cas, comment on peut sensibiliser et alerter, émerveiller et prévenir, enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que là on manipule depuis tout à l'heure des termes qui semblent malgré tout antithétiques. Enfin, je sais pas, j'essaye de synthétiser un peu, parce que là j'assiste, hein, en observatrice, j'ai pas l'habitude, mais je trouve ça complètement génial là ce soir, j'assiste un petit peu à vos échanges et je me rends compte à quel point on cherche à la fois à être dans le détail et dans la justesse, parce qu'on ne veut pas tromper l'enfant qui lit le livre, on ne veut pas tromper non plus le parent qui va apprendre aussi des choses nécessairement en lisant l'ouvrage. On veut rester dans l'état d'esprit d'un couple quand même tout à fait, disons-le, extraordinaire ou exceptionnel, à la fois dans j'ai envie de dire dans leur propre personnalité de couple, dans leur passion, et puis dans leur... je ne sais pas comment dire ça, dans leurs expériences techniques ou scientifiques en tout cas, et on se rend compte à quel point il est difficile de conjuguer. Si on passe d'un Chapreneuil à une Emmanuelle Grundmann, d'un Guillaume Maury à une Emmanuelle Grundmann, comment il est difficile de passer finalement de cette quantité de détails à qu'est-ce qu'on garde en fait. Voilà. Qu'est-ce qu'on garde? Et ça peut être une prochaine question pour toi, Emmanuel. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont frustré quand tu as écrit ce bouquin? C'est-à-dire que, bon, forcément, à la fois, tu nous as expliqué que c'était à la fois un sujet choisi et proposé, d'accord, ou élu, enfin, je ne sais pas comment dire ça. Nécessairement, on t'impose un nombre de signes, tu m'as dit toi-même, parce qu'au départ, je voulais aussi inviter l'illustratrice. Ça m'aurait plu d'avoir l'illustratrice, et tu m'as dit, mais non, mais en fait, je la connais pas. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu livres ton texte sans savoir nécessairement quelle image il va y avoir dessus, ce que je trouve tout à fait surprenant, mais bon, ça, je pense que ça fait partie du monde aussi d'un aspect de l'édition que je maîtrise pas, hein, d'accord, ou que je connais pas, et qui me gêne si un jour j'écris un livre jeunesse, ce que j'ai déjà fait. Enfin voilà, il y a quelques manuscrits qui traînent dans mon ordinateur à ce sujet. Je pense sincèrement que si j'ai pas en face de moi la personne qui illustre le sujet que j'ai traité, ça va me gêner. Ça, c'est encore une autre question, mais en tous les cas, je reviens à ma question première. Qu'est-ce par rapport à la matière que nous apporte Guillaume ce soir, qu'est-ce que toi, quand tu as écrit l'ouvrage, tu as dû laisser de côté et qui t'a frustré à ce sujet? On laisse forcément des choses de côté et après il faut même en enlever dans le premier
texte que l'on rend à l'éditeur. Après, j'ai un peu gardé les mêmes grandes dates que Guillaume a donné tout à l'heure, ces grands passages, en fait, ces grands moments clés pour les crafts. Mais il y a tellement, ils ont eu une vie tellement riche, il y a tellement de volcans aussi extraordinaires. En vous en parler, ils ont fait tellement d'expéditions un peu farfelues, étonnantes, où ils étaient les premiers, que voilà, on aurait pu aisément allonger ce texte et ce récit en fait de leurs aventures. Mais là, voilà, l'idée c'est vraiment de trouver quelques moments clés de leur vie. Toute la difficulté était justement d'arriver à cerner ces moments ces moments charnières. Et c'est vrai que le Nevado del Ruiz en particulier en Colombie, voilà, c'était incontournable avec l'éruption aussi au Mexique, puisque ça a complètement bouleversé leur façon de travailler. Et donc voilà, il faut arriver à avoir une vision d'ensemble et puis à sortir les événements clés pour se focaliser là-dessus. Donc c'est faire des choix T'es limité en t'es limité en petits cailloux en fait. Hein, c'est ça, t'es limité en petits cailloux. C'est ça. C'est ça. Et c'est vrai aussi sur l'écriture. Ouais. Alors dis-nous tout. Plus compliqué. Alors, ce que je trouve, alors peut-être pas dans celui-ci, mais pour peut-être la tranche d'âge encore avant, quand il faut essayer d'être juste scientifiquement, tout en étant pas trop compliqué pour que les enfants arrivent à saisir sans forcément avoir besoin de l'aide des parents. Je sais pas si c'est très clair. Si, c'est très clair. En tout cas, là, celui que tu produis, il est marqué dès 9 ans. Voilà. Voilà. On est encore ça fonctionne par tranche, hein, le 0,3, le 3,6, le 7,9, etc. Plus on est dans des tranches d'âge jeunes, par exemple le 3,6, c'est beaucoup plus compliqué que la tranche au-dessus, parce qu'il faut arriver parfois, en tout cas pour tout ce qui est, on va dire, science au sens large, à faire passer des concepts qui peuvent être compliqués avec des mots très simples. Et c'est là, je trouve que c'est vraiment un exercice, alors moi, que je trouve passionnant, mais qui parfois donne pas mal de fil à retordre. Et là, moi, ça m'intéresse parce que ça veut dire que la vulgarisation scientifique, c'est pas seulement le fait de faire un choix ou de trier, on va dire, dans les phénomènes, mais c'est aussi un choix de vocabulaire. Hein, c'est ça. Hein. Oui. Donc là, ça veut dire qu'on est dans alors je vais pas dire le littéraire, mais en tout cas le linguistique pur et dur. Parce que plus tu vas utiliser de figures de style ou plus tu vas utiliser d'images, plus forcément ça va être difficile à saisir pour un 3-6. Ça, c'est une certitude. En même temps, tu arrives quand même dans l'ouvrage que tu as produit à filer la métaphore ou en tout cas à utiliser des champs lexicaux spécifiques pour que ça ne soit pas trop plat et qu'il y ait quand même une dimension poétique. Alors même juste le début, hein, tu vois, si on prend juste le début où tu joues avec le terme éruption, où tu joues avec le terme, enfin voilà, ça veut dire que ou le terme de la flamme ou du côté brûlant des choses, etc. Enfin, tu vois, tu arrives quand même à tenir un champ lexical tout en vulgarisant, tu vois, tout en simplifiant en fait. Et la question de cette vulgarisation scientifique dans la littérature jeunesse, donc là on est en plein cœur de notre problématique, c'est jusqu'où tu simplifies sans trahir, j'ai envie de dire, l'aspect technique dont on parlait tout à l'heure. Guillaume, je ne veux pas te frustrer, je pense que tu as encore une question. Non, mais parce que je parle beaucoup, moi, tu sais. Hein. Donc, non, je pense que tu as encore 2 questions pour Emmanuel. Alors, oui, alors juste pour rebondir sur la limite, justement, où s'arrêter avec le vocabulaire, où est-ce qu'on va être trop technique, pas assez technique? Est-ce qu'il faut une définition telle quelle on l'apprend aux étudiants en fac, ou est-ce qu'on coupe la définition au plus court et au plus simple, quitte à pas forcément être pile juste, mais d'être plus compréhensible? C'est très très difficile.
moi, j'essaye toutes les semaines en live et là, clairement, des semaines où je me sens beaucoup plus à l'aise de le faire que d'autres. En question, ouais, j'en ai encore une c'est, comme on a dit, le livre. Moi, j'ai adoré le lire. Mais voilà, c'est un format qui est très court et je suis resté sur ma faim. En même temps, c'est mon métier, donc peut-être pour ça aussi. Je me dis, est-ce que vous avez pensé ou est-ce que peut-être c'est déjà prévu un livre qui soit plus conséquent, peut-être plus poussé sur d'autres aventures ou d'autres périodes de la vie des époux Kraft, qui serait peut-être pour un public peut-être plus âgé ou... J'y ai pensé, mais pas. C'est dans un petit coin, mais pour l'instant, il n'y a rien de défini ni aucune piste. Mais c'est vrai que c'est tellement passionnant que ça me mettrait vraiment de s'y plonger avec plus de profondeur, plus de détails, plus. Et ce que je trouve intéressant, je rebondis un peu sur ce qu'on disait aussi tout à l'heure par rapport au fait d'essayer de se mettre dans la peau d'eux et de les faire dialoguer. Je trouve que ça peut paraître factice, c'est vrai, mais je pense que notamment pour cette tranche d'âge, ça permet peut-être, alors je me trompe peut-être aussi, mais j'ai le sentiment aussi, parce que je vois ça avec ma fille, que il y a une sorte d'identification qui est plus simple, et peut-être que ça permet aussi de un peu plus de relief au récit, en tout cas pour un jeune public qui aurait peut-être plus de mal à vraiment s'immerger dans cette tranche d'âge relativement jeune, dans un texte avec un point de vue totalement extérieur. Et là, je rebondis sur... alors là, c'est plutôt mon point de vue de littéraire, mais il est clair que si tu veux amener à la lecture le dialogue, et quoi qu'il arrive, plus facile, plus abordable que le descriptif. Tu vois ce que je veux dire ? Pas seulement pour des questions, comme tu disais tout à l'heure, de vocabulaire, etc., mais aussi parce que, en effet, l'incarnation, le fait qu'ils se sentent plutôt concernés voilà, par je sais pas, par la poésie de Katia Kraft ou par les facéties de Maurice, on pourrait appeler ça comme ça, mais en effet, nécessairement, nécessairement. En tout cas, il est prouvé que la présence de dialogue, surtout dans les livres, tu vois, 3-6, comme tu disais tout à l'heure, alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de cadre spatio-temporel, comme je disais tout à l'heure, et là, en l'occurrence, en effet, c'est le volcan, donc ce qui frustre Champreneuil, c'est que le volcan n'est pas... devient en fait un alibi ou un prétexte, d'accord, ça n'est pas le sujet premier finalement, d'accord, Tout à fait. C'est simplement un environnement, c'est simplement un arrière-plan, je pense que c'est ça qui toi alors t'agace, peut-être pas, mais en tout cas voilà, c'est le fait que ce soit pas le sujet premier finalement. Là, le sujet premier, c'est ce couple qui, de pérégrination en découverte, en aventure et en tentative, finit finalement par couvrir, j'ai envie de dire, une période où les prémices, je ne sais pas comment dire ça, alors peut-être pas les prémices, il ne faut pas que je dise ça, mais en tout cas une certaine période de la volcanologie. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, est-ce qu'il ne faut pas passer par l'arrière-plan pour qu'à un moment donné, l'enfant, par le biais d'incarnation X ou Y, décide cette fois-ci de s'intéresser au volcan en tant que tel et pas au couple Kraft ? Voilà, ça pourrait être... Oui, non, effectivement, l'incarnation et l'identification au personnage est clairement très importante pour que les enfants s'intéressent au sujet. Je suis bien d'accord, mais c'est vrai que pour moi, l'important au bout du compte, ça reste le volcan lui-même. Mais après, les époux Kraft sont un couple mythique. Moi, j'ai jamais eu la chance de rencontrer. J'ai des amis et d'anciens collègues qui ont eu la chance de les rencontrer. Et pouvoir, quelque part, ça permet, grâce à votre livre, grâce aussi au documentaire,
quelque part, ça permet de la rencontrer d'une certaine manière, de pouvoir pas dire qu'on est avec eux réellement, mais dans l'imaginaire, se dire ah, ils ont vécu ça, ah, ils étaient comme ça, etc. Et de j'ai demander adoré pour ça. ensuite des vacances. Et de demander des vacances en Sicile. Exactement. Ouais. Alors, chef Pronoï, quelle est la meilleure période pour aller en Sicile cette année? Dis-nous tout. Non, Il faut y pour aller la quand? Sicile, Ouais, faut y aller soit en juin, soit en septembre. ok. Parce que juillet-août, c'est la haute période, c'est cher, il y a Mm. plein de monde. Quand on parle de Sicile, c'est l'île, bien sûr, mais il faut penser que c'est aussi toutes les petites îles qui sont au nord des Siciles, qu'on appelle les îles éoliennes, qui sont toutes volcaniques. La plus connue, c'est Stromboli, mais il y a aussi tout un tas d'autres îles, dont Vulcano, qui était connu à une époque pour ses bains debout, bains qui sont fermés dû à l'activité du volcan à quelques années en arrière, mais qui est toujours une île incroyable, où je suis retourné en 2022, septembre 2022. Honnêtement, quand je suis remonté sur le Vulcano, où j'ai fait un stage d'1 mois en 2003, là je suis remonté en 2022, j'ai pleuré. J'ai monté le volcan et je pleurais de... c'est comme rentrer à la maison, voilà, c'est ça. Je me sentais C'est revenir marrant, hein. à la maison après tant d'années loin. Et pourtant, ça n'a pas été mon premier volcan. Mon premier volcan, c'était le Vésuve. Et j'hésite à retourner au Vésuve parce que j'ai peur de ma réaction émotionnelle. Mais faut que j'y retourne un jour. C'est fou ce que tu dis, parce que ça veut dire quand même qu'il y a quelque chose qui est pas seulement de l'ordre. Alors là, pour le coup, je dévie complètement. On va faire de la psychologie de comptoir, mais sur ma chaîne, souvent, on fait de la psychologie de comptoir, donc c'est pas grave. Mais ça veut dire quand même qu'il y a un attrait qui est autre que scientifique, Guillaume. Excuse-nous, mais raconte-nous, qu'est-ce qui fait que c'est aussi... essaie là, vas-y, sors le truc. Qu'est-ce qui fait que c'est aussi viscéral? Qu'est-ce qui fait que c'est... parce que moi, de l'extérieur, je me dis, monter un volcan... Tu vois, comment t'expliques ce truc qui fait que tu... je sais pas, qu'est-ce qui se passe? T'as peur... qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures en 2023? Pourquoi tu... tu vois, moi, je veux savoir, parce que là, c'est pas juste une question de passion, c'est que ça touche, ça prend au ça touche truc, émotionnel, oui, mais bien sûr. Parce que je me suis battu pendant tellement d'années quand j'étais à l'école, quand j'étais à l'université. Et je suis pas le seul, il y en a plein comme moi. On s'est tellement battu. Les premiers stages sur les volcans en Italie, je me rappelle, c'était pour le Vésuve, le tout premier, c'était mon premier volcan à voir de ma vie en fait. Et on l'a fait 2 fois, j'ai fait 2 fois 1 mois en 2001 et 2003, donc Vulcano c'était en 2002. Et à chaque fois, c'est des moments forts, c'est comprendre. Mais parce que c'est physique, parce que c'est physique, parce que quand c'est tu physique, grimpes le truc, c'est un attachement émotionnel, c'est vraiment lié à. J'arrive pas après toutes ces années, j'arrive pas encore exactement à l'exprimer correctement parce que c'est vraiment rattaché à un côté émotionnel en moi qui est très profond. Et ma sœur m'a dit que quand j'étais petit, j'avais vu un documentaire des Kraft et que j'avais dit que je voulais faire ça. Je m'en souviens pas, peut-être que c'était le cas, peut-être qu'effectivement, à une époque, j'ai vu un documentaire des Kraft quand j'étais tout petit et que ça m'a peut-être à ce moment-là percuté. Pour moi, c'était bien plus tard, après c'était au collège, mais voilà, et je sais que j'ai plein de collègues qui font toujours de la volcanologie ou qui en ont fait, pour qui c'est un ancrage émotionnel qui est Oui, qui est c'est très, ce que très j'allais fort. dire, ça vous fait tous le même effet. Ok, et du coup, Emmanuel, alors du coup, tu vas pas être exempte de ma question, hein, bien entendu, ou à peu près de la même question. Si on te remet en Indonésie avec les orang-outans, ça fait combien de temps que t'as pas vu de singe? Ouais, je vais vous faire pleurer ce soir, alors putain, c'est la séquence émotion. Non mais voilà. Ça fait combien de temps que t'as pas été avec les singes, Emmanuel? Alors, Bornéo, ça fait, je pense que ça fait probablement plus de 10 ans. Et en fait, je ne peux pas y retourner. Tu veux pas? Ouais, ok. Parce que ça me fait peur. Parce que j'ai peur de rien reconnaître, parce que j'ai peur de ne pas forêt, parce que voilà. Et comme si finalement tous ces souvenirs, tout ce que j'avais vécu, je veux le garder intact. Ouais. Et pas. Il y a quelque chose, mais pareil, c'est assez indescriptible. Il y a quelque chose de très émotionnel qui se joue. Et pour le coup, voilà,
avec le temps que j'ai passé à Bornéo, voilà, je sais que si j'y retourne, ça sera violent. Et pas forcément que dans le bon sens du terme. Parce que déjà, j'y suis retournée pour un documentaire sur les ravages des plantations de palmiers à huile. Et donc j'y suis retournée plusieurs années après. Et c'était déjà dramatique. Et là, il s'est écoulé plus de 10 ans, donc je n'ose même pas imaginer ce qui peut se produire. Mais oui, il y a vraiment quelque chose, et c'est valable pour les orang-outans, mais aussi pour d'autres espèces avec lesquelles je peux avoir un lien plus affectif qui remonte à l'enfance aussi, parce que voilà, c'était des observations que je pouvais faire avec mon grand-père ou avec mes parents en famille, des découvertes qui m'ont émue petite et qui continuent année après année à m'émouvoir toujours de la même manière, parce qu'il y a aussi probablement chaque année, quand le printemps revient, quand certaines fleurs s'épanouissent, quand les hirondelles reviennent, voilà, il y a un petit bout de l'enfance aussi qui revient quelque part, un petit souvenir qui revient. Je pense que Guillaume, c'est probablement dans le même... Tout à fait. On est sur les choses, en fait. Oui, ça touche au même noyau, en fait. Hein. Alors, Rebelle Yoda nous dit souvent, on commence les apprentissages en donnant des définitions. Or, il me semble qu'il faudrait terminer par là. Car il faut la connaissance pour comprendre la définition, en tout cas pour définir, me semble-t-il. Et donc, il y a un très gros potentiel pour une approche, on va dire, plus constructive par la vulgarisation. Et Baja nous dit des histoires passionnelles qui ne sont pas faites pour être durables, mais constitutives de ce que nous sommes. Et moi, je terminerai avec... alors, c'est bizarre parce que pourtant, c'est pas mon auteur fétiche, c'est pas mon théoricien fétiche, mais à chaque fois que je fais une causerie, je le cite, donc il va falloir que je fasse quelque chose avec lui. Mais il y a Roland Barthes qui nous a dit un jour « Toute théorie est biographique ». Et là, je me rends compte que c'est vraiment vrai. C'est-à-dire que vous êtes des chercheurs, vous êtes des experts, vous êtes des scientifiques, mais finalement, le choix de vos sujets, c'est un choix intime, c'est un choix personnel et c'est un choix biographique. Je passe à la troisième partie avant de vous faire pleurer. J'ai appelé cette troisième partie Futur engagement. Non, mais c'est chouette ce qui se passe, vous voyez, parce qu'en fait, on peut quand même lire entre les lignes et entre les discours et les témoignages, même si on se rend bien compte, voilà, que le retour... Alors moi, la différence que j'ai avec vous quand même, c'est que ma discipline n'est pas une discipline de terrain. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, déjà, parce que je travaille sur des auteurs qui sont morts, alors ça c'est pas... voilà. Mais globalement, vous avez cette discipline en sciences humaines et sociales, sciences de la Terre d'un côté, éthologie de l'autre, éthologie, pardon, de l'autre. Vous avez quand même forcément cette expérience de terrain qui fait qu'à un moment donné, vous revenez ou vous pouvez revenir sur les lieux. Donc en fait, il y a le choix de la découverte d'autres lieux ou le fait de revenir à des lieux primordiaux ou à des lieux primitifs ou à des lieux premiers qui font que nécessairement, alors je mets des guillemets, je ne dis pas que vous êtes vieux, mais avec le temps, voilà, on a toujours cette... Mais comme on peut avoir, enfin en tout cas là pour le coup, je parle pour moi, mais la hantise de retourner sur un lieu d'enfance, hein, finalement. C'est étrange, hein, c'est-à-dire qu'entre la projection et le réel, entre ce qu'on a gardé et ce qu'il en reste, ça peut être délicat. Et en plus, vous, au-delà du fait que c'est l'ancrage biographique, c'est aussi l'ancrage intellectuel ou l'ancrage théorique. Et ça, pour le coup, je trouve ça intéressant parce que là, c'est vraiment ici que je me rends compte que ma discipline, entre guillemets, d'expertise se dissocie des vôtres. C'est que vous avez cette expérience de terrain qui fait que bah, voilà, vous pouvez ou vous ne pouvez pas justement revenir sur les terrains, vos terrains de recherche, quoi, en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve très intéressant parce qu'on ne l'avait pas encore abordé. Grand 3, futur engagement. Nous sommes sur la fin de cet échange. Emmanuel, on l'a compris, tu es une autrice engagée qui utilise sa plume miroitante pour sensibiliser les jeunes lecteurs aux enjeux notamment écologiques. C'est pas notamment, c'est essentiellement
primitivement écologique à travers des récits à la fois documentés mais aussi poétiques. Je pense que tu nous l'as bien prouvé ce soir. Comment vois-tu l'évolution de la littérature jeunesse justement dans le traitement de sujets scientifiques et engagés? On en a un petit peu parlé en off dimanche soir quand on faisait la mise au point technique. Est-ce que la littérature jeunesse s'ouvre justement à ces questions de vulgarisation? Est-ce qu'on est dans quelque chose qui se, alors je mets des guillemets, démocratise? Ou est-ce qu'on est encore dans du sujet de niche? Clairement, ça se démocratise. Il y a quand même énormément de choses. Alors moi, par rapport quand j'étais petite, bon, c'était il y a longtemps, mais quand même pas si longtemps, il y avait déjà pas mal de livres jeunesse, mais comparé à la production actuelle et à l'offre qu'on peut avoir sur un nombre de sujets incroyables, aujourd'hui, c'est incomparable. Et on trouve aussi, il me semble, des livres vraiment justement engagés, alors engagés dans la sensibilisation, comme on vient de le dire, mais aussi dans des démarches artistiques, et je trouve que ça aussi c'est intéressant. C'est-à-dire, on va dire, comment je pourrais définir ça? Pas forcément des livres simplistes. On parlait tout à l'heure de simplifier pour rendre intelligibles des notions compliquées. Mais alors ça c'est un fait, mais ce qui me semble aussi vraiment important, c'est de ne pas trop simplifier, comment on dit, à la fois dans le fond et dans la forme. Il m'est arrivé d'avoir des éditeurs, dont je tairai les noms, qui demandaient de simplifier à outrance le niveau de langage, en fait, le niveau de français. Et a fortiori aussi les informations présentes dans le texte. Et je pense qu'il faut, voilà, il y a juste équilibre à avoir, parce que sensibiliser, c'est aussi éduquer, c'est aussi éduquer à la langue, à la beauté de la langue et à sa subtilité. Et effectivement, les choses ne sont pas toujours aussi simples que... on parlait tout à l'heure des volcans rouges et des volcans gris. Voilà, il y a plein de choses entre. Et cette subtilité-là, c'est... Alors évidemment, voilà, on revient à certaines tranches d'âge, on ne peut pas aller trop loin, mais il faut quand même... Voilà, c'est bien aussi d'avoir cette possibilité et de se garder cette possibilité et de ne pas niveler par le bas. Enfin, je ne sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit. C'est complètement clair. C'est-à-dire qu'en fait, simplifier, c'est pas prendre son lecteur pour un con. Et d'autant moins le petit. Alors moi, pour le coup, là, c'est pareil, c'est l'expérience de mère là, que j'apporte. Mais en fait, la particularité aussi de la littérature jeunesse, quand tu lis l'histoire, parce que là, on parle de 3-6, mais on parle en fait, depuis tout à l'heure, de l'enfant qui ne sait pas encore lire en autonomie. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, pour le coup, je triche un peu, parce que ton dès 9 ans, là, hein, d'accord, ton Maurice et Katia Kraft, normalement, il est censé le lire tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Mais je trouve que là, enfin, en tout cas, moi, là, dans mon expérience de vie, pour le coup, hein, non, je parle très peu sur ma chaîne, mais bon, c'est pas grave, il est 22h, on peut faire quelques exceptions. Là, moi, je suis dans une expérience de vie qui fait que la lecture, forcément, va amener ensuite à la compréhension du langage, à la lecture, voilà, la lecture en autonomie, etc. Donc la lecture à voix haute, déjà, a des mérites absolument incroyables. Mais ce qu'on oublie aussi, c'est le potentiel de questionnement de l'enfant. C'est-à-dire que même si ton langage est compliqué, ou même si la phrase est un petit peu machin, c'est « mais ça, maman, ça veut dire quoi? Et ça, maman, ça veut dire quoi? Et t'as l'image, et pourquoi il fait ça, là? Et pourquoi il est sur une barque, là? Pourquoi il est sur une barque et qu'il remonte sa gourde, mais qu'en fait, il n'y a plus de gourde? » Tu vois, au bout du truc. Et en fait, si tu veux, là, pour le coup, il y a un double processus de vulgarisation qui s'opère, c'est-à-dire que celui de la lecture, mais celui de ta propre explication de l'histoire que tu viens de lire.
ou de l'histoire que t'es en train de raconter. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, ce qui m'impressionne dans l'histoire d'histoire, c'est ça. C'est ça, tu vois, tu parlais d'émerveillement tout à l'heure, et c'est surtout ce potentiel incroyable de questionnement. Tu vois, qui fait qu'en fait, Mais je pense même que si potentiellement tu utilises des termes compliqués ou où il y a un petit passage peut-être un peu plus délicat à saisir, etc., en fait, toi, ton rôle éducatif, tu vois, ou toi aussi, tu as un rôle en tant que parent qui a un rôle de vulgarisateur, qui a un rôle d'explicitation. Tu vois, je sais pas ce que tu en penses. Mais oui, bah, ça revient aussi à ce qu'on disait au tout début. C'est le livre va être une ouverture sur le monde et sur le questionnement du monde. Et justement, il faut simplifier mais pas être simpliste pour apporter ces opportunités de questions. En fait, ouvrir la curiosité. Et c'est ça, et c'est tout le jeu aussi avec les parents. Effectivement, qui vont lire avec l'enfant ou à côté de l'enfant pour avoir ce dialogue. Et je trouve que le livre est aussi un bon moyen de passer du temps de qualité avec les enfants. Tout à fait. Parce que voilà, cette lecture partagée amène des discussions, mais d'une richesse incroyable. Et c'est ça aussi que je trouve assez passionnant dans le livre. Alors là, je me place aussi du côté du lecteur. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai toujours adoré faire, alors avec ma fille en particulier, mais de manière générale, où justement tout à l'heure on parlait des interventions auprès des enfants. J'ai un grand plaisir à lire à voix haute, parce que le rapport au texte c'est pas du tout le même. Et à l'histoire n'est pas du tout la même non plus. Et je trouve que ça crée une connivence, ça crée quelque chose d'assez magique. Et c'est ça aussi, d'arriver la récompense quand on essaye d'écrire quelque chose, c'est d'arriver le jour où on le lit à voix haute avec quelqu'un en face, un public en face, d'arriver à créer cette connivence. Et là, on se dit que bon, on est sur le bon chemin. Et ça, je trouve que c'est vraiment... et ça me fait rebondir sur quelque chose. On parle tout le temps de vulgarisation scientifique et c'est un mot que j'ai jamais aimé. Ça t'emmerde. Putain, et tu le dis à 22h01. L'émission a commencé. T'aurais pu me le dire, j'aurais changé le titre. Ah ouais, non. Non, bon, la vulgarisation. On ferme, on éteint tout, on ferme. Vas-y, Emmanuel, dis-nous. Oui, si, alors dis-nous. Le mot. Ouais. Je suis entièrement d'accord, mais c'est le mot. Ouais. Et parce que moi, ça me renvoie à des remarques de certains de professeurs quand j'étais au Muséum d'histoire naturelle et qui trouvaient ça justement, ce côté un peu vulgaire dans le sens... il dénigrait beaucoup ce côté de la vulgarisation scientifique et se rabaisser au niveau du commun des mortels. Donc, alors bon, amis, c'était des vieux de la causerie portera sur l'origine étymologique de vulgarisation et sur les différentes strates, d'accord, qui peuvent constituer ce terme qui existe donc depuis l'Antiquité, vulgus signifiant donc la plèbe. Donc la vulgarisation, la question est la suivante: est-ce qu'il s'agit de se mettre au niveau de la plèbe quand on est justement un scientifique expert, ou est-ce qu'au contraire il s'agit de créer des groupes d'intelligence, on parle aujourd'hui d'intelligence collective, etc., pour justement faire remonter le niveau de la plèbe. Tout est dans la question. Oui, je suis d'accord que le terme est imparfait, mais en tout cas t'aurais pu me le dire ça, Non, mais je suis d'accord avec toi parce qu'en effet, le terme est moche. Mais le terme est moche, mais en fait, il est étymologiquement marqué. Il y a beaucoup de textes, d'ailleurs, à ce sujet, que je fais beaucoup avec mes étudiants scientifiques, justement, parce que moi, je suis dans l'enseignement supérieur. Alors, je travaille pas avec des classes prépa, etc. En tout cas, plus. Mais j'ai quelques étudiants scientifiques, néanmoins, qui ont de grandes prétentions pour devenir... Enfin, de grandes ambitions, pardon, pour devenir... Parce qu'ils le peuvent, pour devenir ingénieurs, etc., docteurs et compagnie.
États-Unis, et je leur souhaite, bien sûr. Mais à chaque fois, je reviens justement sur cet aspect entre vulgarisation et expertise. Je travaille sur un certain nombre de textes assez intéressants qui expliquent en effet que la trajectoire de la vulgarisation, depuis notamment le début du 19e siècle, est une trajectoire plus heurtée qu'il n'y paraît, et que même si le terme ne nous plaît pas particulièrement, tu rigoles Emmanuel, mais j'essaie de justifier quand même les choses et l'utilisation du terme dans mon titre, mais même si en effet le terme nous semble inadéquat, un petit peu moche, un petit peu etc., et en effet connoté de manière négative, néanmoins aujourd'hui on n'a pas grand-chose, autre chose en tout cas, pour juste discuter de sujets voilà, qu'on soit à sciences dures ou sciences molles, sans tomber non plus dans l'esprit de sérieux. Voilà, je pense Oui, que, puis en je tout pense cas, voilà. c'est ton ressenti, mais je pense que les choses ont aussi beaucoup changé. On est plus sur une vision un peu comme les anglo-saxons, où ça fait partie, on parle des chercheurs, ça fait partie de leur mission Oui, je aussi suis d'accord. de transmettre, Tout à de fait. vulgariser. Oui, tout à fait. Tout à fait. Non, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Après, ceci culturel, j'ai l'impression. Alors moi, ça fait. J'ai quitté la France en 2005 pour le Canada pour mon doctorat, etc. Ça fait 15 ans que je suis en Suisse. Et en fait, plus je vis à l'extérieur de la France, et plus j'ai l'impression de voir tous les défauts qui ressortent de la culture française. Et c'est très français de critiquer et alors déjà, pour la vulgarisation, c'est pendant très longtemps, et Cousteau, Lecraft, Aaron Tazieff et bien d'autres qui ont essayé de vulgariser les différentes sciences en général, se sont toujours pris plein la gueule, excusez-moi l'expression, pendant des années et des années et des années. Et les choses changent, mais je sais pas, je me rends pas compte si elles changent suffisamment vite. J'ai l'impression que les anglo-saxons ont beaucoup plus d'avance sur nous à ce niveau-là. Après, tout dépend aussi des biens. Bon, là, on va pas revenir sur la vulgarisation sur Twitch, etc., parce que là, on va être dans une sorte de d'auto-alimentation de notre propre propos, mais toujours est-il que, de mise en abîme, je cherchais le terme de notre propre propos, mais toujours est-il en effet qu'aujourd'hui, moi je le vois, utiliser Twitch par exemple pour parler littérature, je suis une chaîne de niche, je resterai toujours une chaîne de niche parce que par définition, il faudrait que j'utilise d'autres moyens pour parler pourtant de points qui me semblent pas si experts que ça, hein, d'accord, c'est toute la frustration du truc. On n'a pas fini notre troisième grande partie et je suis quelqu'un qui aime finir ses dissertations. Peut-être dernière question, avant-dernière, j'en ai encore deux et après on arrête, promis. À ton avis, Emmanuel, aujourd'hui, il est urgent d'écrire sur quoi et de sensibiliser sur quoi ? Ouais, je pose pas les questions les plus faciles. Ouais. Dis-moi. Surtout. J'ai envie de dire surtout. Ouais. Je pense que la curiosité et quand je discute avec les enseignants, je crois que la curiosité, l'émerveillement, l'ouverture d'esprit est assez mise à mal par les écrans. Et je pense que garder cette curiosité aussi vive, la nourrir, faire qu'on ouvre les yeux sur le monde qui nous entoure. Je pense qu'il n'y a pas forcément de sujet. Évidemment, on pourrait parler du bouleversement climatique, on pourrait parler après de sujets certes cruciaux, mais il me semble qu'on va être dans des sujets forcément assez plombants, si on peut dire ça comme ça. Et alors les enfants en particulier, je trouve qu'ils ont déjà un poids assez lourd à porter sur leurs épaules en termes de mauvaises nouvelles. Et alors ça, c'est peut-être c'est ma vision des choses, mais je me dis qu'il faut peut-être réintroduire du rêve, et je reviens à ce mot d'émerveillement pour un peu contrebalancer ce côté plombant, et qui finalement amène aussi un côté un peu défaitiste de se dire de toute façon on peut rien faire, donc quoi bon. Donc je pense que c'est peut-être plutôt prendre le contre-pied et montrer des belles choses
des belles initiatives, et simplement le monde qui est autour de nous qui peut être beau aussi. Enfin, la nature. Il l'est, c'est sûr. Tu disais tout à l'heure, voilà, Oui. les premières hirondelles, les premières fleurs de, voilà, c'est qui nous maintient en vie aussi. Enfin, en tout cas, moi. Ouais, tout à fait. Ouais. Et pas des choses complexes nécessairement, et pas rentrer, comme on disait tout à l'heure. Ça veut dire qu'il y aurait l'émerveillement et ensuite l'entrée dans le technique, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que la culture de la curiosité d'abord, de l'ouverture d'abord, et qui permet ensuite d'aborder finalement n'importe quel sujet, c'est ça? Je pense qu'une fois que cette curiosité, cet émerveillement sont en place et sont suffisamment ouverts pour ne pas se refermer, après, le reste vient naturellement. Les enfants vont, on parle des enfants, mais vont s'intéresser d'eux-mêmes à des choses plus techniques et ils vont poser les questions, ils vont être à même de dire je souhaiterais tel livre ou regarder un documentaire sur tel sujet. Donc je pense qu'en fait c'est vraiment le socle qu'il faut nourrir. Ce socle qui permet justement après de s'ouvrir à plein de champs différents. Du coup, dernière question. Moi, j'en ai une dernière. Peut-être que Chaperonnet en aura une dernière aussi, avant de clore une fois encore cette merveilleuse causerie. Alors là, bon, vous le savez, sur ma chaîne, tout le monde le sait, je suis pas la plus optimiste du panier. Du coup, je pose la question d'une pessimiste à une optimiste. Question d'une pessimiste, Hécate, à une optimiste, Emmanuel. Est-ce qu'il n'est pas trop tard ? C'est-à-dire, est-ce que maintenant, il ne vaudrait pas mieux produire des livres sur le survivalisme à nos enfants que sur la beauté d'un coléoptère ou d'une grenouille ? Alors, est-ce que vous voulez la réponse d'une optimiste, de ma part d'optimisme ? Je sais pas. Non, mais tu vois, voilà, c'est quand même une question d'importance. Pour moi, c'est une question d'importance. Moi, je vais dire... l'optimisme doit être au-dessus. Jusqu'au bout. Ça ne veut pas dire qu'on ferme les yeux sur le reste, mais voilà. Enfin, je pense que, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Après un certain nombre d'années à avoir baigné dans plutôt le pessimisme en m'intéressant à la déforestation. Et d'ailleurs, de manière assez curieuse, il y a peut-être 1 an, on m'a demandé pour une ONG de travailler sur des textes autour justement de toutes ces questions des forêts, de l'avenir des forêts, de la déforestation. Et je me suis retrouvée bloquée devant ma page. Et c'était impossible. J'ai été dans l'incapacité totale de... Bon, alors c'est en plus assez technique et vraiment dans des détails. Mais j'avais l'impression de plus pouvoir plonger dans ce côté obscur, on va dire. Ça veut pas pour autant dire que je me voile la face, loin de là, mais j'ai envie de plutôt donner à voir des choses optimistes probablement pour pas faire pour que les lecteurs soient pas défaitistes en face. C'est-à-dire l'espoir jusqu'au bout et en fait en partant du principe que les choses vont se diffuser. C'est les fameux petits cailloux, il y a aussi des petits cailloux de l'espoir, on y reste. On y reste. Et encore pas se voiler la face, je pense que après il y en a qui font très bien et je pense que le jeune public est suffisamment abreuvé de mauvaises nouvelles par d'autres biais. Les écrans de toutes sortes, que ce soit la télé, les téléphones, les réseaux sociaux, ils voient ces mauvaises nouvelles et même celles qui concernent l'environnement, la nature, etc. Donc je pense qu'on voit, il y a quand même beaucoup de jeunes maintenant qui s'engagent sur des causes environnementales. Donc voilà, elles sont là, ces engagements sont là, ces mauvaises nouvelles sont là. Donc je pense que le petit caillou doivent aller plutôt du recréer côté... un équilibre, ouais, c'est ça, ou conserver un équilibre en tout cas qui va du côté du
du bien. Alors Rebelle Yona nous dit superbe, l'émerveillement et l'ouverture à plein de sujets, tout cela me touche profondément et j'y adhère complètement, merci. Chaperoneuil, aurais-tu une dernière question? Une dernière question, là comme ça, non, parce que je vous écoutais émerveillé. Non, j'ai pas de. T'as pas de dernière question. question. Bon, bah, c'est pas grave. Emmanuel, est-ce qu'il y a une question que tu t'attendais, à laquelle tu t'attendais et que je ne t'ai pas posée? Bon, je crois qu'on a. Quand est-ce qu'on se voit? Mais ça, je te répondrai en off. Évidemment. Oui, alors parce que je vous ai pas raconté tout l'historique, hein, mais Emmanuel, je la connais depuis longtemps. Voilà, et on n'avait jamais échangé. J'ai envie de dire, voilà, aussi, voilà. Là, on échange en public, hein, d'accord, pour se retrouver. Mais voilà, c'est vrai qu'on a une histoire toutes les deux un petit peu. C'est vrai qu'elle est un petit peu particulière, notre histoire. Hein, elle est assez étrange. Hein. Voilà, mais elle est très positive justement, donc ça c'est cool. Bon, en tout cas, alors si plus personne n'a de questions, est-ce que les viewers ont des questions? On a été pas si nombreux que ça, une fois encore ce soir, mais c'est pas grave. On a eu, comme d'habitude, moins de questions que de commentaires. Hein. Évidemment, souvent on nous écoute de manière religieuse, mais ça je vous l'avais dit dimanche soir, hein, d'accord. Donc a priori, le chat n'a pas de questions spécifiques. J'espère en tout cas que ça vous a plu. D'abord mes invités, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Après, je pense que avec le recul, manipuler à la fois les infos Chaperoneuil, j'espère que t'es pas trop frustré parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé que exclusivement de volcanologie. Mais c'est aussi très bien, très bien pour ça. C'est pas un souci. J'ai déjà toute ma dose de volcan toutes les semaines, donc à ce niveau-là, ça va. Non, c'était passionnant et oui, j'ai adoré le moment. Merci encore. Ok, merci beaucoup en tous les cas. Jeanne nous dit juste un grand merci à tous. Je me suis abreuvée de vos témoignages et de votre optimisme. Bon, on va se coucher heureux ce soir, alors c'est formidable. Moi, j'ai peu de frustration non plus. En tous les cas, j'espère. Alors, j'ai pas l'habitude des causeries à 3, hein, si j'ose dire. Hein, d'accord, d'habitude, j'ai un invité et voilà. Donc là, j'ai essayé de manœuvrer, si j'ose dire, du mieux que j'ai pu entre vous deux. J'espère n'avoir pas frustré ni l'un ni l'autre dans les moments un peu où vous avez été silencieux. Chers amis, chers fidèles, je vous remercie. Chers invités, je vous remercie. Je vais donc vous saluer, vous dire au revoir et vous envoyer des mots d'amour dans une dizaine de minutes. D'accord. Merci beaucoup Emmanuel. À très bientôt. Merci beaucoup Guillaume. J'espère pour une prochaine causerie. À très bientôt. Merci encore. Merci infiniment d'avoir passé autant de votre temps et d'avoir préparé aussi bien et d'avoir respecté ce plan en 3 parties, 3 sous-parties et de nous avoir autant abreuvé sous l'angle technique, scientifique et puis aussi humain et émotionnel. Un Rebelle Yoda dit oui, grand merci à un moment à la fois très intéressant et très émouvant. En effet, je crois que c'est exactement ça qui caractérise cette causerie de ce soir. Je vous embrasse, je vous dis au revoir, je vous coupe et je passe toute seule sur la chaîne. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir.